Salut les jeunes paléontologues et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la défense des dinosaures herbivores. Et oui, survivre aux gigantesques théropodes qui sont les dinosaures carnivores du Mésozoïque, qui est la période durant laquelle les dinosaures ont vécu, n'était pas une mince affaire. Les divers groupes de dinosaures herbivores se sont donc adaptés au fil du temps pour faire face à ces machines à tuer en développant des défenses extrêmement efficaces. L'évolution, ça se fait pas de la même façon pour toutes les espèces. Et ouais, chaque espèce a eu son propre mode de défense face aux théropodes. C'est normal car elles n'ont pas vécu au même endroit, n'ont pas dû se défendre face aux mêmes prédateurs, et donc ont évolué différemment selon le type des prédateurs qu'ils affrontaient. La première évolution est apparue il y a très longtemps au Trias, qui est la première période du Mésozoïque. Le Trias abritait des petits théropodes qui attaquaient les premiers dinosaures qui étaient assez petits. L'un des premiers, appelé Platéosaure, a vu sa taille grandir au fil des millions d'années qui passaient pour arriver à une taille assez grande par rapport aux carnivores. Ces carnivores ont donc changé de régime et ont arrêté de l'attaquer à cause de sa taille. Vous avez compris maintenant que la course au plus grand a commencé. La plupart du temps, il suffit pour effrayer un agresseur d'avoir une taille plus imposante que lui. Les sauropodes, donc qui sont les dinosaures à long cou, ont appliqué ce principe en donnant naissance aux plus impressionnantes espèces d'animaux terrestres ayant existé sur Terre. Je vous ai déjà donné un exemple avec le platéosaure, et pourtant il en existe bien d'autres. Par exemple, le fameux Diplodocus, avec ses 27 mètres de long, pouvait à lui seul faire hésiter le plus courageux des allosaures, un terrible théropode du Jurassique, mais il faisait figure de nain comparé à son cousin Seismosaurus, qui faisait de 35 à 50 mètres de long, ou encore l'Argentinosaurus qui atteignait les 40 mètres de long. Après tout ce blabla, on passe au concret. Je vous montre une petite vidéo qui présente un combat entre le Giganotosaurus et l'Argentinosaurus, enfin plutôt une scène de chasse, pour vous montrer que la technique d'être le plus grand possible ne constitue plus une arme de défense, car les prédateurs se développent de plus en plus, deviennent de plus en plus grands, de plus en plus féroces, de plus en plus puissants, et savent s'organiser en meute. Et c'est cela qui fait toute la différence, car ils peuvent attaquer un seul énorme dinosaure à plusieurs. Et donc, les dinosaures herbivores vont devoir remédier à cela, et c'est pour ça qu'on va voir apparaître des dinosaures avec des pointes, des cornes, des armures, etc. Donc je vous laisse assister à ce combat tranquillement avec une petite musique de fond. Vous allez voir que l'organisation des dinosaures carnivores est franchement intéressante. On voit que ce ne sont pas des gros bestiaux débiles. Ils sont capables de vivre en communauté et de chasser en groupe. Bon allez, je vous laisse regarder ça. Despite their numbers and their powerful jaws, the Giganotosaurs can't bring down such a giant. Tearing off pieces of skin and letting the large prey bleed to death or die from infection is a strategy more likely to succeed. Giganotosaurs could wait days, even weeks between meals, but this time they won't have to. Terrifiant, non? En tout cas, j'aimerais pas avoir ça dans mon jardin. Ensuite, le deuxième type d'évolution, c'est le groupe, c'est-à-dire que l'union fait la force. En effet, dans la nature actuelle, lorsqu'un prédateur chasse, il s'attaque de préférence aux proies faciles, c'est-à-dire les animaux isolés, jeunes ou très âgés, ou malades. Pour assurer la survie du groupe, la plupart des dinosaures herbivores vivaient en troupeaux,
comme l'attestent les nombreuses empreintes de sauropodes montrant qu'ils se déplaçaient ensemble. Certaines stratégies étaient même développées pour assurer la survie du groupe. Pour être protégés, les jeunes se déplaçaient au centre du troupeau. Quant aux vieux ou aux malades, ils n'avaient pas d'autre choix que celui de se sacrifier. C'était souvent eux qui étaient à la fin du troupeau, et puisqu'ils ne pouvaient pas avancer aussi vite que les autres. Et donc les prédateurs privilégiaient ces proies qui étaient plus facilement atteignables. La prochaine évolution, c'est l'apparition d'armes. En effet, de plus en plus, les théropodes grandissent et contrent les différentes stratégies des herbivores. Par exemple, la stratégie de la course au plus grand ne suffit plus, car maintenant les carnivores sont assez gros pour attaquer de très grosses proies. Par exemple, le tyrannosaure qui est largement capable, à plusieurs, d'attaquer un énorme sauropode. Les attaques de groupe, vous avez vu ses faiblesses, les vieux et les malades sont facilement attaquables. Alors les dinosaures privilégient la défense individuelle, et donc on voit l'apparition d'armes sur eux. Un animal herbivore ne signifie pas un animal inoffensif. Les dinosaures herbivores avaient eux aussi des armes de défense naturelles issues de leur particularité anatomique. Donc l'anatomie, c'est du coup, si je me souviens bien, c'est la façon dont le corps est construit. Ainsi, la longue et fine queue du diplodocus avait la force et l'élasticité du fouet, qui pouvait, en claquant, effrayer d'éventuels prédateurs. Ou même casser des os. Du coup, je vous montre un combat entre un diplodocus et un allosaure pour que vous voyez l'effet que la queue du diplodocus peut avoir. Es salvada por la enorme cola de un diplodocus más grande. Se une de nuevo al rebaño con heridas profundas en un costado, pero se recuperará. Donc on voit qu'un coup de queue a défoncé un allosaure adulte, c'est quand même ouf. Faut dire que la queue doit vraiment être puissante. Le stégosaure et ankylosaure avaient quant à eux étaient quant à eux équipés de véritables masses d'armes pour décourager leurs agresseurs. Le bout de leur queue était en effet constitué soit d'énormes épines, ou encore d'une lourde massue osseuse, qu'ils maniaient avec dextérité grâce à une sorte de second cerveau situé au niveau du bassin. On passe d'un système de défense quasiment inexistant à des animaux énormes qui se mettent en troupeaux, qui font une hiérarchie et qui, au fil du temps, apprennent à évoluer en fonction des prédateurs pour modifier leur système de défense et pour même pouvoir se défendre individuellement. C'est quand même exceptionnel, même si peut-être qu'il m'en faut peu, mais ça s'est fait quand même sur des millions d'années. Et c'est pas fini. Certains autres dinosaures utilisaient la tête pour charger leurs opposants, car celles-ci étaient soit équipées de cornes, donc les cératopsiens, tricératops, styracosaures, ou soit très renforcées par une épaisse couche osseuse, le pachycéphalosaure, les homalocéphales. Enfin, vous voyez à peu près ceux avec la grosse bosse, de toute façon, vous aurez des images. Il y a eu d'autres armes. Après les cornes et les pics, il y a eu l'os comme armure. En effet, je pense que tout le monde connaît l'ankylosaure. Vous voyez, le tank animal, celui avec plein de pics, celui-là. Pour les plus lents, des dinosaures herbivores, il reste la défense passive qui consiste à avoir un corps bien protégé contre les coups de griffes ou les morsures. Parce que c'est bien d'avoir des épines, d'avoir des pics, mais il faut savoir s'en servir. Faut utiliser de l'énergie pour attaquer, pour se défendre, pour contrer les attaques de l'herbivore, pour courir. Mais les gros dinosaures qui n'ont pas la possibilité de courir, eux utilisent une autre technique. Donc le dos par exemple des ankylosaures et des sauropodes titanosauridés, c'est un peu compliqué, mais en gros c'est les dinosaures à long cou qui, puisque leur technique de devenir le plus grand possible ne fonctionne plus, développent des plaques osseuses sur le dos afin de se protéger des coups de mâchoire. Ces deux espèces étaient donc recouvertes d'épaisses plaques osseuses, comme je viens de le dire, qui protégeaient cette partie du corps particulièrement exposée. Les grandes plaques que possédaient les stégosauridés le long du dos avaient pour certaines espèces une fonction de protection, comme celle du Cantrosaurus,
qui étaient plutôt osseuses et piquantes, dont le dos et les épaules étaient recouverts de longues épines, tandis que les cératopsiens avaient le cou protégé par une sorte de grande collerette à l'arrière de leur crâne. Il était ainsi plus difficile aux prédateurs de les attaquer à la gorge. Donc voilà les différents types de défense des dinosaures herbivores, et vous voyez quand même qu'il en faut beaucoup pour contrer ces carnivores. Mais alors, quels sont les types d'attaques des carnivores? Comment ils attaquent? Comment font-ils? Leur stratégie de combat? Bah je suis désolé, mais c'est dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!